salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Oui, je sais. On dit que les données personnelles sont le nouveau pétrole, la nouvelle ressource qui rapporte un paquet de pognon. Sauf que, les données personnelles, elles viennent de nous, c'est nous qui les fournissons. Alors, what the fuck? Pourquoi on n'est pas payé pour ça? Facebook se fait des millions et moi j'ai rien? En affirmant le droit de propriété des données personnelles, on pourrait enfin obtenir une part du gâteau. L'idée est simple, soit j'accepte de céder la propriété de mes données personnelles et j'ai accès à un service gratuit, voire carrément on me paye ce que rapportent mes données personnelles. Mais je peux aussi refuser de vendre mes données personnelles, dans ce cas je paye pour accéder à Facebook ou à Gmail par exemple, mais le service n'a pas le droit, donc Facebook ou Gmail n'ont pas le droit de récupérer mes données personnelles. Affirmer la propriété des données permettrait d'en reprendre le contrôle. À chaque fois qu'on voudrait capter mes données personnelles, je devrais pouvoir soit les vendre, soit refuser de les vendre. Si la révolution industrielle a rendu nécessaire l'introduction d'un droit de propriété intellectuelle, la révolution numérique rend aujourd'hui plus que jamais nécessaire l'introduction d'un droit de propriété sur les données personnelles. C'est Génération Libre qui a fait cette proposition en début d'année 2018, une think tank libérale qui propose un rapport avec un argumentaire plus ou moins complet pour la propriété privée des données personnelles. Bon, c'est une idée discutable. On va voir pourquoi. L'argent. Combien rapporteraient nos données personnelles? Si on prend l'exemple de Facebook, en Europe, un utilisateur rapporte en moyenne 19,4 $ par an à la plateforme. À ça, il faut enlever le coût de l'infrastructure et la commission de Facebook. Et tout ça, c'est des chiffres moyens. Par exemple, je n'utilise pas ou très peu Facebook, je m'en sers principalement pour vous dire quand une vidéo est sortie. Et j'utilise tout un tas de plugins pour éviter que la plateforme connaisse mes habitudes sur le web. Donc je donne pas grand chose à manger à Facebook, ou du moins j'espère. Alors que d'autres vont utiliser de manière intensive la plateforme, poster des photos, écrire 50 statuts par jour, etc. Il faut forcément évaluer combien vaut mes données personnelles ou celles d'un utilisateur régulier. En plus, certaines données valent plus que d'autres en fonction de la plateforme. Donc on ne peut pas faire une grille tarifaire générale de la donnée personnelle. Par exemple, Waze, le GPS, utilise massivement les données de géolocalisation pour nous proposer de la publicité. Ce qui est tout à fait normal vu qu'il nous propose de la pub quand on est en voiture, donc par exemple les restaurants qui sont à proximité, le garage le plus proche, etc. Facebook, en revanche, accorde moins d'importance aux données GPS et va nous proposer de la pub en fonction de notre profil, de notre âge, etc. Faire une grille de calcul de ce que vaut une donnée personnelle pour chaque plateforme serait une véritable usine à gaz. Tout ça pour gagner au bout d'un an de quoi se payer un menu tacos frites. Vous sentez cette incroyable fortune qui passe sous notre nez? Le droit de propriété. Affirmer le droit de propriété des données personnelles permettrait de pouvoir se défendre, à savoir interdire cette collecte, et responsabiliserait les individus, vu que nous déciderions à qui vendre nos données. L'État n'a donc pas à protéger les citoyens en leur interdisant jusqu'au droit de propriété des données, c'est aux individus d'être libres de faire ce qu'ils veulent. La cession des données, comme on vendrait une brosse à dents ou un tableau, crée la possibilité de perdre toute emprise sur celle-ci, via la signature d'un accord, d'un contrat, qui transférerait le droit de propriété d'une personne à une entreprise, ou d'une personne à une autre personne. Et mine de rien, on vient d'arriver tranquillement à un des socles du libéralisme et du capitalisme. Ces questions de liberté de l'individu et du contrat sont des questions qui peuvent paraître sans trop d'importance. Enfin si, quand même. C'est un vrai problème politique, qui pourrait être débattu pendant des heures, donc je vais me contenter d'effleurer le truc et d'apporter 2-3 arguments. On pourrait donc répondre à Génération Libre que ce n'est pas parce que vous laissez la possibilité juridique à l'individu de négocier des contrats avec des plateformes du web, que ça sera effectivement le cas. Parce qu'il se passera quoi si jamais cette idée des propriétés des données personnelles est actée dans la loi? Facebook changera ses conditions générales d'utilisation. Basta. Soit tu acceptes de donner gracieusement tes données, et tu accèdes au service, soit tu refuses et tu n'as pas accès au service. C'est tout. C'est bizarre, parce que ça ressemble vachement au CGU de maintenant. CGU qu'on ne lit pas, et que même si on les lisait, on ne les comprendrait pas. Cette histoire de responsabilisation de l'individu est donc assez naïve. C'est pas parce qu'on affirme la propriété des données personnelles que Jean-Kévin va se donner comme objectif de négocier un contrat par téléphone avec le patron de Facebook, tout ça pour gagner 10 € par an. Ce mythe du contrat comme résultat d'une négociation entre individus libres sur le papier permet de masquer, de nier qu'en fait, ils sont pas si libres que ça en réalité. Surtout l'utilisateur qui a autre chose à foutre que de passer sa vie à lire les CGU de Google, de Facebook, de Steam, des gens en ligne, de sa machine à café connectée ou de sa smart ampoule, qui ne saisit pas forcément les tenants et les aboutissants à court, moyen et long terme de la vente de ses données, et qui pense aussi à autre chose avec son boulot, sa vie et ses problèmes. Alors oui, je sais, qui dit marché dit nouveaux acteurs, par exemple des entreprises qui serviraient d'intermédiaires entre les utilisateurs et les plateformes pour négocier les contrats à leur place. En se rassemblant derrière une boîte qui représenterait des millions d'utilisateurs, la possibilité de négociation serait réelle. Un petit peu comme les networks qui peuvent être l'intermédiaire entre YouTube et les vidéastes. Et
qui sont connus pour résister aux règles imposées par YouTube et prôner la défense des vidéastes, bien entendu. Non mais sérieusement, quand on voit que même AdBlock, service intermédiaire entre l'utilisateur et la pub, finit par négocier avec les publicitaires pour débloquer certaines publicités, oui, peut-être qu'on pourrait créer un marché avec des entreprises qui auraient pour objectif de protéger la vie privée des utilisateurs, etc. Mais en fait, on ne fait que déplacer le problème. La propriété des données n'apporte aucune garantie sur la gestion de celles-ci. Cette solution met donc à côté de la plaque. Ce mythe du contrat et cette histoire de propriété individuelle des données personnelles se base sur une pensée automatique, sur un préjugé, ou plutôt un lieu commun. Celui de la donnée dite personnelle. Alors là, pour moi, c'est l'argument qui enterre définitivement cette histoire. C'est qu'on ne devrait pas appeler les données personnelles des données personnelles, mais des données sociales. Récemment, avec le scandale de Cambridge Analytica, est ressorti tout un tas de questionnements sur la plateforme Facebook et sur les réseaux sociaux en général. Et parmi ces questionnements, il y a les fameux profils fantômes de Facebook. Un profil fantôme, Squeezie vous l'a expliqué, et non, c'est pas un troll, je trouve plutôt bien qu'il se serve de sa notoriété pour traiter, même simplement, de ce genre de choses. Un profil fantôme, donc, c'est un ensemble de données qui correspondent à un individu qui n'est pas inscrit sur Facebook. Voilà, il a un profil sur Facebook alors qu'il n'est pas inscrit. Via la reconnaissance faciale sur les photos, les relations entre personnes, les citations dans les commentaires et tout un tas d'autres indicateurs, on peut, par négatif, déduire l'existence d'individus non inscrits. Par exemple, une personne sur Facebook qui indique qu'elle est en couple et hétérosexuelle, son petit ami qui n'est pas inscrit sur Facebook est peut-être cet individu masculin sur la moitié de ses photos de vacances. Les réseaux sociaux, les plateformes numériques ne font pas que récolter nos données personnelles, elles récoltent aussi des tonnes d'informations sur le milieu social dans lequel nous vivons. Et c'est encore plus subtil que juste poster la photo de quelqu'un d'autre. Il y a des tonnes de données qui, par effet de relations de milieux sociaux, donnent des tonnes d'indices sur la vie privée des gens qui nous entourent. Où on vit, notre capital culturel et économique, nos habitudes et nos goûts, tout ça peut être déduit par observation de notre entourage. Penser les données comme étant personnelles, c'est aussi imaginer que nos données sont dans des boîtes, isolées les unes des autres, et qu'il suffirait d'effacer le bon dossier pour disparaître du réseau. Un petit peu comme dans Sense8. La série est géniale, hein, mais cette histoire de clé USB qui t'efface du réseau, ça m'a bien fait rire. En réalité, ce qui donne de l'intérêt aux données récoltées, ce qui leur donne de la valeur économique, c'est la mise en relation des données fournies par tout notre réseau de relations directes et indirectes. Sur Facebook, par exemple, un publicitaire touche plus des réseaux et des catégories de personnes que des individus isolés. Les informations, les données qu'on fournit de nous-mêmes sont à la fois privées et à la fois sociales. Comme les deux faces d'une pièce, il est impossible de les séparer. Ce constat pousse donc à remettre en question l'idée des données personnelles pour parler plutôt de données sociales. Le risque d'une propriété des données, c'est que ça se traduirait par une forme d'appropriation d'informations collectives et qui donc ne nous appartient pas totalement. Un utilisateur pourrait vendre des informations sur d'autres personnes sans s'en rendre compte. Et comme on l'a vu, il est impossible d'isoler ce qui relève de nous sans impliquer les autres. Bon, ok, la propriété des données personnelles, c'est une idée à la con. Mais on fait quoi pour éviter un Cambridge Analytica 2 ? Eh ben déjà, la propriété des données personnelles n'est pas une voie retenue par l'Europe. Et c'est déjà ça de prix. En fait, on commence à avoir des billes du côté de la protection des données personnelles, notamment via le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, qui vient d'entrer en vigueur dans l'Union européenne. Je me suis pas énormément renseigné sur ce texte. Le RGPD a une approche dite personnaliste de la donnée, donc ignore encore largement l'aspect social de celle-ci, mais en même temps on a attendu des années pour avoir un texte qui permet enfin d'avoir une protection minimale, donc on va pas cracher dans la soupe. Le règlement permet notamment un droit à l'effacement, un droit à la portabilité des données, l'obligation d'obtenir un consentement explicite et positif de l'utilisateur pour récolter des données produites. Donc théoriquement, on peut pas nous la faire à l'envers parce qu'on a cliqué au mauvais endroit ou qu'on a joué à un petit jeu pour savoir quel Pokémon on était. Normalement, on sera averti de ce que ça implique au niveau de nos données personnelles. Mais on est encore dans le mythe du contrat et de toutes les limites que ça implique. On a aussi le principe de protection des données dès la conception, ce qu'on appelle aussi le privacy by design, qui oblige le service à être sécurisé et structuré dès le départ pour éviter notamment les fuites de données et aussi être notifié si malgré tout il y a des fuites. Et on a aussi plein d'autres choses que je vais pas détailler ici. Avec le RGPD, on voit que l'individu est toujours libre, mais que la plateforme a des obligations tant qu'elle conserve les données personnelles. Ce qui est quand même mieux du fait que notre vision personnelle et notre responsabilisation vis-à-vis de la data évoluent. On n'est pas prêt à partager les mêmes choses à 18 ans qu'à 35. Il est donc logique de pouvoir revenir en arrière et effacer certaines données. Donc le RGPD, c'est une protection des données personnelles, mais pas encore une prise en compte des données sociales. Mis à part peut-être la possibilité de faire des recours collectifs en cas de non-respect du règlement. À ce propos, d'ailleurs, un recours collectif est organisé actuellement par la Quadrature du Net, et si vous voulez rejoindre la procédure, le lien est dans la description. Ça prend 30 secondes.
En moins de 20 ans, le web a tellement évolué, et notre perception avec. La vie privée sur Internet n'a plus le même sens qu'à cette époque, et notre perception va continuer d'évoluer. La vie privée, les données personnelles, sociales, les solutions pour protéger et élargir la possibilité d'avoir notre mot à dire quand ça nous concerne individuellement et surtout collectivement, ce sont des combats et des débats qui ne sont pas prêts d'être terminés. Malheureusement, d'autres abus, d'autres scandales vont voir le jour, et quoi qu'il arrive, c'est un problème complexe qu'on ne résoudra pas avec 3 lignes de code ou une solution aussi floue et simpliste que la propriété des données personnelles. Il va falloir faire chauffer notre cerveau, on n'a pas le choix. Et cette réflexion n'épargne pas les plateformes décentralisées. Parce que je vous vois arriver, bande de petits malins. On y reviendra un jour. Si vous voulez en savoir plus sur les données sociales et sur les pistes pour les protéger, je vous invite à lire les articles dans la description. J'en ai pas plus parlé dans cette vidéo car tout ça nous mène au digital labor, à l'ubérisation si vous voulez. Et donc voilà quoi, j'ai pas trop la place d'en parler ici correctement, donc ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.